jusqu'à minuit, Jonathan Maccardy, Daniel Riolo et Florent Gautreau de retour ce soir. Alors pas mal de réactions, bien sûr. Pierre-Antoine qui lui dit j'ai entendu la voix de Flo, j'ai l'impression qu'il n'a jamais quitté RMC. Pierrot qui lui dit quel plaisir de revoir Gautreau avec des petits cœurs. Et puis qu'est-ce que j'ai encore et puis j'ai Gazmo qui dit le coup franc que Neymar a offert à Cavani, personne n'en parle. Voilà. Mais c'est fou ça. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Rien à voir avec Florent Gautreau. Mais quel rapport? Allez, l'avis de Jonathan Maccardy, il veut parler lui du jeu du PSG. Je vais faire un vœu à la Jonathan Maccardy. Je souhaite que tout le monde se maintienne. Ok. On t'écoute. Écoute, moi je voulais parler en fait de Giovanni Lo Celso. Donc c'est un joueur que j'ai vu commencer en Argentine avec Rosario, qui était à l'époque un joueur. Il était censé remplacer un grand joueur de Rosario Central. C'est quand même un mystère absolu avec toi. C'est comme tu lui dis toujours que tu vois les matchs de Lanús, Rosario et tout. C'est un live tweet du match amical de Boca contre Aldovisi. Ouais, mais tu regardes où déjà? Tu fais quoi? Tu fais Internet. Alors les matchs argentins, c'est très simple de les voir. Il dort 2 heures par nuit. C'est ça, ouais. Il les regarde dans l'anus. Non, c'est par exemple hier j'ai fait un live tweet du match entre Boca et Aldovisi. Il y avait tout. Enfin, c'est très facile de trouver ça sur internet. C'est sur YouTube. C'est un bon stream en bonne qualité. En plus, c'est légal. Donc c'est assez agréable. Merci pour le conseil. Donc si tu veux voir le match, le résumé du match entre Boca et Aldovisi en amical pour voir le premier match de Carlos Tevez depuis son retour, je t'invite à consulter mon compte Twitter, tu auras des actions détaillées. Bon, il prenait la place de quel joueur de Rosario Central? Franco Cervi, qui était un beau meneur de jeu et qui était parti au Portugal, ça avait été un peu un drame pour Central. Donc il arrive, c'est un beau numéro 10, un petit peu élégant, un petit peu longiligne, un petit peu frêle, une belle vision du jeu, une belle qualité de passe, qui joue assez simple. Parce qu'il est 10 de formation argentine. C'est un 10 de formation, vraiment, c'est un vrai 10 de formation, voire 9,5. On rappelle que chez les Argentins, c'est encore très présent dans leur formation, le 6, 8, 10. Non, 5. Le 5, c'est quoi? C'est le Pirlo. Le milieu? Le Pirlo. Ah oui. Le Pirlo. Oui, parce qu'eux, ils font les numéros. Le 5, c'est le Pirlo. C'est comme en Italie? Oui, le 5, c'est le Pirlo. Non, en Italie, le 5, il est en défense centrale, c'est 5-6. C'est le 4 qui est devant la défense. C'est le 4, mais le 5, si tu veux, c'est Lucho González. Pirlo, c'est le joueur devant la défense qui fait des belles passes. Par exemple, en Argentine. C'est Gago. Un 5, c'est Gago. Je me trompe pas si je dis que le 2, c'est le 2, c'est souvent le libéro. Oui. Voilà, c'est pas le 5. Non, oui, c'est pas la même numérotation. Donc lui, il arrive, c'est vraiment. J'adore ces histoires de numéros, moi. Quand il y a la Coupe de France et que il y a les numéros de 1 à 11, j'adore voir ça, moi. C'est bien mieux. Coupe de France, il y a les numéros de 1 à 11. Rien que pour ça, tu devrais aimer la Coupe de France, les numéros de 1 à 11. Ouais, parce que le reste du maillot est pas génial. Et le 1 à 11, c'est bien. Cela dit, on a vu un Argentin avec le numéro 1 qui jouait sur le terrain. Ardiles. Donc, c'était un vrai numéro 10. En version française, en Argentine, il y a 6, 8, 10 et lui, c'est un 10. C'était un vrai numéro 10, voire 9,5. Comme Pastore, c'est un 10. Comme Pastore, c'était le joueur qui pouvait jouer derrière l'attaquant, mais qui avait toujours. Alors, ce qui était saillant chez lui, c'est belle qualité de passe, belle vision du jeu, mais assez frêle, qui résistait pas encore assez au contact. Et quand il a signé au Paris Saint-Germain, j'étais assez étonné. Je me suis dit, ok, c'est un bon joueur, il a une bonne base, mais attention à l'Europe, il va falloir prendre du muscle. Et j'avais quelques doutes sur lui. Et là, qu'est-ce que je vois depuis quelques matchs? C'est que je vois que c'est un joueur qui, en moyenne par match, quand il joue devant la défense, récupère entre 8 et 9 ballons par match, ce qui est une très bonne statistique pour un numéro 6. Je vois que c'est un joueur qui a toujours cette même vision du jeu et cette très belle relance. Je vois que c'est un joueur qui est intelligent dans ses déplacements de numéro 6, c'est-à-dire cette capacité à faire le pas en arrière pour coulisser avec ses défenseurs centraux et le pas en avant pour faire remonter le bloc de 30 mètres. Et je vois que maintenant, en plus, c'est un grand pas. C'est qu'il a un impact physique qui est assez impressionnant. Et ça m'étonne vraiment parce que quand j'ai les souvenirs que j'ai de lui en Argentine, c'était vraiment que c'était un beau joueur, mais un joueur frêle. Là, je le vois mettre la semelle, je le vois qu'à l'épaule, il risque de mieux en mieux. Il a bossé un peu à la salle. Exactement. Mais je vois surtout que c'est un joueur qui est métamorphosé. Et le Lo Celso qu'on connaissait en Argentine, si au moment où il quitte Rosario Central, on te dit ça va être un joueur qui va jouer devant la défense, qui est capable de récupérer des ballons, qui est capable de mettre de l'impact physique, on aurait dit non. Personne ne l'aurait cru. Personne l'aurait cru. Alors là où je veux en venir, et c'est pour parler du jeu du Paris Saint-Germain, c'est que ce que je vois en fait depuis qu'Emery est arrivé, et particulièrement depuis cette saison, c'est que outre le repositionnement de Draxler, qui était à mon avis une très bonne idée, parce que Draxler, on pourrait en faire un autre avis tranché, mais c'est le profil typiquement Schweinsteiger, rappelez-vous, qui avait débuté sur une aile et qui avait fini pour jouer au milieu de terrain. Je pense qu'Emery a de la suite dans les idées. Je vois que ça bosse à l'entraînement. Alors évidemment, quand on regarde les matchs du PSG, qu'on voit la démonstration comme on a vu hier, on voit que ça bosse, qu'il y a du travail tactique, que les joueurs savent tout ce qu'ils doivent faire. Mais surtout, ce que je vois, c'est que Emery fait progresser les joueurs, et je pense que c'est la marque d'un très 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 bon entraîneur, voire d'un très bon coach. Alors je vais rebondir par rapport à ce que disait Flo sur l'avis de Daniel. J'ai toujours quelques doutes sur Emery, sur sa capacité à gérer un vestiaire à gros égos. Mais quand je vois la métamorphose de Lo Celso, est-ce qu'il était en Argentine, est-ce qu'il est maintenant, et ben franchement, bravo à Emery. Oui, mais attention, et c'est peut-être aussi sa limite, mais c'est juste pour expliquer. Gérer le vestiaire, machin, lui estime que c'est pas son taf.
Mais c'est peut-être une limite. Ah, mais absolument. Je suis juste en train d'expliquer. Faut qu'il en parle à Ancelotti. Lui, c'est pour qui c'était une priorité. Absolument. Lui, c'est le jeu. Et il estime qu'il doit y avoir un directeur sportif pour gérer tous ces trucs-là. Ouais, mais moi je pense que c'est un peu une démission dans ce cas-là. Mais je te dis pas qu'il a raison. Parce que je te dis comment lui conçoit le truc. Lui, c'est le jeu. Pour moi, un directeur sportif, il gère les conflits il est pas manager. Et tout le mercato, mais que le coach se croit exonéré de gérer tout le vestiaire, alors qu'Ancelotti, et moi je trouvais que c'était l'inverse, Ancelotti, c'est que moi je trouve que sur sa fin de carrière, Ancelotti se dit, moi je sais gérer un vestiaire, le jeu, c'était discuter avec les mecs, gérer, je vais y arriver, et à la limite il était moins inventif. Je suis absolument d'accord. Et Emery, je dis pas qu'il a raison, je dis sa vision. Si Emery, non mais c'est intéressant parce que si Emery c'est vraiment ça, alors là pour le coup je vois pas, je vois difficilement la réussite d'un coach comme ça avec une grande équipe comme PSG. Voilà, une équipe de stars. Ça peut être une limite, par rapport à ce qui s'est passé hier, donc qui a mis Neymar en lumière avec les côtés un petit peu néfastes d'avoir une superstar qui écrase le club. Moi, ce que je vois dans le recrutement du PSG, quand ça va chercher des joueurs comme Verratti hier et Lo Celso aujourd'hui, je pense que c'est quand même une des stratégies que la direction sportive doit continuer d'explorer, surtout quand un entraîneur qui est capable de faire progresser des super joueurs. Il y a eu des paxons de valises d'oseille donnés à des méga stars. Mais le Verratti 10 millions, Lo Celso c'était même pas 15, je crois 4. 8, je crois, non? Peut-être un peu pas plus quand même. Non, c'était 8 ou 11, je sais plus. Enfin voilà, c'est des bons joueurs recrutés, ça. Pac sur le hashtag RMC Live me dit Lo Celso est un 10 qui a accepté de jouer 6 pour faire son trou, alors que Rabiot est un 8 qui, pour des questions d'image et parce qu'il veut pas, refuse de jouer un poste où il est meilleur. Tant mieux pour l'un, tant mieux pour l'autre. Après, c'est les affaires des égos et tout. Après, juste par rapport à ce que je disais avant, le PSG peut aussi se permettre quelque chose, c'est de pas payer cher un mec et on dit c'est une super affaire. Mais ils peuvent se permettre de le garder un an quasiment sans jouer, juste pour le faire bosser avec le groupe et progresser au contact du groupe. C'est 8 ou 11 millions, mais c'est beaucoup pour les autres clubs de Ligue 1. Parce que s'il y a un club, toi on pourrait dire, j'en sais rien moi, Lyon-Marseille, pourquoi ils font pas ce truc-là? Eux, je sais pas s'ils peuvent aller chercher un mec comme ça et en fait pendant un an ne pas le faire jouer. Mais Daniel, à ce tarif-là, le joueur, si c'est Lyon ou Marseille, s'ils mettent ce tarif-là, ils sont obligés de le faire jouer tout de suite. Ça doit être bon tout de suite. Voilà. Et je sais pas s'il devient performant, s'il a pas le temps de s'acclimater et de se faire au jeu. Et là, je trouve que sa progression est remarquable, vraiment. Oui. Afif veut nous parler de Lo Celso. Afif, bonsoir. Bonjour les gars, ça va? Ça va et toi? Afif. Ça va. On t'écoute. Alors Lo Celso, pour moi, ce que je disais hors antenne là, pour moi, j'espère que Paris va pas recruter. J'aime beaucoup Lassana Diarra, mais j'espère que Paris ne va pas recruter Lassana Diarra parce que ça freinerait la progression de Lo Celso, que je trouve très très bon depuis pas mal de matchs. Et je pense, et ça c'est mon avis personnel, je pense que Lo Celso sera bien meilleur que Verratti s'il est bien entouré et s'il fait pas tout ce qu'il fait autour hors football. Pour moi, Lo Celso ça peut être un très très bon joueur s'il est bien entouré, si le club s'en occupe bien. Et pour moi, il faut absolument pas que Paris recrute Lassana Diarra. Je suis assez d'accord avec toi, Fif. Moi, je crois qu'il faut moi aussi, je ne comprends toujours pas Diarra. Il ne faut pas que le PSG Diarra, c'est rapport à Mota, je pense. Non, mais il ne faut pas que le club recrute Lassana Diarra tout court. Même pas par rapport à Lo Celso. Oui, moi je suis d'accord. Par rapport à son genou, par rapport à son âge, c'est ça, c'est que je ne le comprends même pas son recrutement. Et par rapport à Lo Celso, évidemment, oui. Mais ils n'avaient pas un truc sur Série, là? C'est beaucoup plus intéressant. C'était cet été. Non, je crois que c'est ressorti là, mais je sais pas. Non, la série bougera pas. Lo Celso, il faut juste qu'il apprenne à faire son autre parade comme il faut. En plus, les gars, j'ai remarqué, moi, depuis pas mal de matchs, moi qui regarde tous les matchs de Paris, j'ai remarqué qu'il est en train de monter en puissance, qu'il est en train de prendre confiance en lui, qui est techniquement au-dessus de la moyenne, qui est très bon. Il est propre, hein. Il est propre. Il est très bon dans la récupération. Tu ne le vois jamais. J'ai jamais vu parler avec un arbitre. J'ai jamais vu s'énerver un peu à la Verratti où il prend souvent des cartons jaunes, souvent où il gueule, souvent. Ouais, belle attitude. Non. Très bonne attitude. Et je pense que si il est bien entouré, si on se sert de leçons de ce qui s'est passé autour de Verratti, malgré que Verratti, pour moi, est un très bon joueur. Si on se sert de leçons de Verratti, je pense que Lo Celso, on peut en faire un très bon joueur. Et surtout, ce qui est intéressant ce qui est bien, c'est parfois de revoir les matchs un petit peu avec un peu de recul. Alors, le match d'hier va pas apprendre grand-chose parce que tellement le Paris Saint-Germain a dominé. Mais regardez sur les autres matchs que Lo Celso a joué en numéro 6, regardez sur les phases défensives du PSG, la manière dont il se replace juste entre ces deux centraux. Et ça, c'est quelque chose, qui me semblait inimaginable pour le joueur pour le joueur qui le 10 s'est transformé en 5. Ouais. Merci Afif.
Merci les gars, bonne soirée à vous. Salut Afis. Salut, bonne soirée. Dans quelques instants, on va passer à Bordeaux, si vous le voulez bien. Il y a un truc quand même, on n'a pas parlé dans l'after cette semaine de la retraite de Ronaldinho, vu qu'on était un peu sur le PSG là. Moi, je te propose un after story spécial Ronaldinho. Il y a plein de choses à dire sur lui. Très bien, et ben on va le faire. Excellent. Et tu sais que j'ai un avis un peu contrasté sur lui en plus. On l'avait fait quand Nyang il a pris sa retraite. Mamadou Niang, attends, on aurait pu. joueur de légende du Racing Club de Strasbourg. On se retrouve dans quelques instants pour parler de Bordeaux, un nombreux clubs de Florent Gautreau. C'est temps de faire son coming out sur Bordeaux d'ailleurs. C'est quoi? C'est le côté pull sur les épaules? Ah oui, c'est le côté. Non, j'ai vécu à Bordeaux. Ah voilà, il a vécu à Bordeaux. Vécu 2 ans, cours de l'Argonne. Allez, à tout de suite. 177.